Il faut toujours commencer quelque part en fait. Parce que j'aime les chiffres. On se plonge vraiment dans le sujet. J'aime bien savoir en fait où je vais. Ça, c'est un côté aussi que moi j'aime beaucoup. Eureka FIP, Bienvenue dans le podcast de l'École nationale des finances publiques. qui vous aidera à trouver votre voie. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast de l'ENFIP, l'École nationale des finances publiques. Aujourd'hui, je reçois un invité spécial. Est-ce que tu peux te présenter ? Tout à fait. Donc, je m'appelle Cassandre, j'ai 27 ans, je suis vérificateur donc à la direction régionale du contrôle fiscal d'Île-de-France. Pour présenter rapidement mon parcours, moi j'ai un parcours un peu original puisque j'ai commencé après le bac à faire des études de biologie pendant 3 ans. J'ai même fait un stage à l'issue de cette licence de 3 mois dans un laboratoire de recherche où je me suis rendu compte que ça ne m'intéressait absolument pas de poursuivre dans cette voie. Donc, j'ai décidé de me réorienter en droit. Voilà, plutôt droit public et droit fiscal. Et donc, j'ai passé le concours des finances publiques, d'inspecteur des finances publiques à l'issue de cette licence en droit. Et aujourd'hui, tu fais quel métier ? Alors aujourd'hui, je suis vérificateur fiscal. Donc, je contrôle des PME situées dans la région Île-de-France, plutôt dans ce qu'on appelle, nous, le secteur financier. Donc, concrètement, c'est plutôt des holdings de groupes qui sont situés donc, dans la région Île-de-France. On l'a vu, tu avais commencé par faire de la biologie. Qu'est-ce qui t'avait attiré dans ce domaine ? Alors, dans la biologie, j'avais fait bac S, SP, SVT et j'avais bien aimé. Donc, je me suis dit, je savais pas trop ce que je voulais faire après le bac. Donc, je me suis dit, pourquoi pas m'inscrire à la fac en biologie puisque la SVT m'avait plu. Et j'ai bien aimé, on va dire, les matières enseignées, mais c'est vraiment la réalité pratique du métier de chercheur en biologie qui m'a vraiment pas du tout intéressé, donc qui a conduit à ce que je me réoriente en droit. Et à partir de là, pourquoi le droit en particulier ? Parce qu'on peut se dire que ce sont deux domaines qui ne communiquent pas forcément entre eux. Alors moi, c'est vrai que je me suis rendu compte que j'étais très intéressé par l'actualité, par la politique, par ce qui se passe dans le monde. Voilà, il se passe des choses assez importantes tous les jours et moi, j'avais vraiment besoin d'avoir un métier qui est en lien avec l'actualité politique, institutionnelle, etc. Et évidemment, le métier de chercheur en biologie, c'est un métier très isolé, où on est vraiment dans une tour d'ivoire, pas du tout en prise avec ce qui se passe dans la société. Et donc, le droit m'a beaucoup plus intéressé et permet du coup ce lien avec la société de manière directe, et a fortiori quand on travaille pour l'État, ce qui était mon souhait quand je me suis réorienté en droit, d'être fonctionnaire. Justement, alors, est-ce qu'aujourd'hui, ce lien social est retranscrit dans ton métier, grâce à laquelle tu t'étais engagé dans ce métier ? Alors, tout à fait. En tant que vérificateur, on est vraiment en prise avec le monde des affaires. On intervient dans des sociétés qui ont un secteur d'activité, qui ont des contraintes, qui ont des spécificités techniques, de normes, etc. Et donc, nous, en tant que vérificateur, on doit, pour bien faire notre travail, selon moi, il faut effectivement qu'on s'insère dans un secteur et qu'on essaie d'en comprendre au maximum les tenants, les aboutissants de ce secteur, premièrement. Et deuxièmement, de manière très concrète, évidemment, les décisions de l'administration se fondent sur le Code général des impôts, qui est issu des projets de loi de finances annuels, qui sont issus eux-mêmes des débats qui ont lieu au Parlement. Et donc, effectivement, la matière qu'on utilise chaque jour quand on est membre de l'administration fiscale évolue tous les ans en fonction des projets de loi de finances qui sont le reflet direct de la société et des évolutions que veut donner le législateur à la société. Alors, on va revenir un petit peu sur ces études de droit. Dans quel cadre est-ce qu'elles ont lieu ? Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus sur la manière dont se sont déroulés ces 3 ans ? C'est drôle que tu me poses la question parce que c'était assez particulier. Parce que donc après ma licence de biologie, donc moi j'avais 21 ans à l'époque, donc j'ai fait ma première année de droit à distance, comme ça je pouvais travailler à côté. Donc pendant ma première année de droit, j'ai fait à Assas à distance, j'ai travaillé donc à la ville de Paris pendant 1 an. Après, en 2e année, je suis retourné en présentiel à la Sorbonne. Et pour la 3e année, j'étais aussi à la Sorbonne en présentiel et je me suis spécialisé donc en droit public. Voilà, et j'ai essayé de travailler à côté parce que je commençais à être un peu âgé, donc il fallait que je commence à gagner ma vie aussi. C'était toujours dans des structures publiques ou dans l'enseignement. J'aime bien enseigner, donc je donnais des cours particuliers, etc. Et à quel moment est-ce que s'est produit le déclic qui t'a ramené vers les finances publiques ? Il y en a eu 3. Premièrement, effectivement, c'est ce que j'évoquais sur le fait que je savais, quand je me suis réorienté en droit, que j'étais plutôt attiré par les métiers de la fonction publique. Donc, c'était mon premier déclic, on va dire. Mon deuxième déclic, ça a été un professeur de mon cours de finances publiques en 2e année qui a évoqué le concours en indiquant qu'il y avait effectivement en ce moment des postes assez importants qui étaient proposés. Donc, ça pouvait être intéressant de jeter un coup d'œil au concours des finances publiques. Et troisièmement, donc pendant ma 3e année, donc c'était le Covid, j'étais enfermé chez moi comme tout le monde. Et puis, j'ai vu sur un forum en ligne des gens évoquer ce concours
soit qui posaient des questions sur ce concours, soit qui répondaient à ces questions, puisque c'était en fait des collègues qui étaient déjà en poste et qui répondaient aux questions des futurs candidats et qui indiquaient que le métier leur plaisait énormément, que c'était un métier varié, que c'était diversifié, qu'il y avait un bon équilibre vie professionnelle, vie personnelle, etc. Et donc je me suis dit, bon, il y a peut-être vraiment quelque chose à creuser de ce côté-là, et donc j'ai décidé de m'inscrire à ce moment-là et de passer le concours l'année suivante. Et c'est un concours de quelle catégorie? Moi, j'ai passé le concours de catégorie A, donc inspecteur des finances publiques. Comment est-ce que tu l'as préparé ce concours? À partir de quel moment tu t'es dit, tiens, je vais passer le concours, et comment est-ce que tu t'y es pris? Je me suis inscrit au début de ma L3 et je l'ai passé à la fin de ma L3. Donc ça m'a plutôt aidé de le faire dans cet ordre-là, alors que les gens ont plutôt tendance à passer le concours de catégorie A après leur master. Moi, ça m'a plutôt aidé parce qu'en fait, il y a 2 épreuves au concours d'inspecteur des finances publiques. Il y a une première épreuve à option. Moi, j'avais pris l'option droit public, qui en fait correspond au programme de la licence. Donc le fait que je le passe juste après ma licence, ça m'a beaucoup aidé. Et la deuxième épreuve de notes administratives, je me suis préparé mais seul, en faisant de l'autocorrection. Je me rappelle à l'époque, j'avais beaucoup regardé les annales d'une part et des copies corrigées qui étaient disponibles en ligne sur des forums, etc. De gens en fait qui mettaient leurs copies avec leurs notes. Et du coup, j'ai un peu, en prenant la meilleure copie, je crois une copie qui avait eu 16 sur 20, regarder un peu la structure, comment c'était présenté, etc. pour essayer de faire un peu la même chose le jour du concours. Et finalement, ça a bien marché puisque ce concours t'a été reçu. Oui, tout à fait. Pas dans les premiers, mais pas dans les derniers non plus. Et justement, le matin du concours, comment est-ce que tu te sentais à l'idée de passer ce cap professionnel? Alors c'est marrant parce que je n'ai pas passé la même matinée le matin des écrits que le matin des oraux. Parce que le matin des écrits, j'étais assez confiant. J'avais beaucoup révisé le droit public. Et moi, le droit public, c'est une discipline que j'adore. Donc j'avais beaucoup travaillé. Donc j'étais assez confiant le matin des écrits. Je me suis dit, a priori, peu importe le sujet qui tombe, j'aurai des billes pour y répondre. Sauf vraiment un sujet très alambiqué. Par contre, le matin des oraux, je sais pas pourquoi j'ai été pris d'une panique énorme. Je me suis dit, mais en fait, j'ai tout oublié, je ne connais rien au droit public. Parce qu'il y a, à l'oral aussi, on a un oral de motivation, d'entretien, et un oral de droit public. Et donc, j'ai eu beaucoup plus de pression le matin des oraux que le matin des écrits. Mais bon, ce qui s'explique probablement parce que le fait que c'est beaucoup plus stressant d'être à l'oral que d'être derrière une copie avec un stylo. Et justement, comment est-ce que cet oral, tu l'avais préparé? Alors l'oral de droit public, j'avais revu les notions de droit public. Pour l'oral de motivation, j'avais trouvé sur internet une cinquantaine de questions un peu typiques qui posaient à l'entretien de motivation. Et j'avais lu les 50 questions, j'avais imaginé une réponse dans ma tête. Et j'avais aussi mes colocs à l'époque qui m'avaient fait passer un entretien blanc. Justement, où je leur avais donné la feuille des 50 questions, je leur ai demandé de me poser des questions. Et moi, j'y répondais, et puis ils me faisaient un retour sur la manière dont je répondais aux questions. Et au final, quand tu es rentré dans cette salle, qu'est-ce qui s'est passé? Non, ça s'est très bien déroulé, le jury a été extrêmement bienveillant. Voilà, les questions qu'ils m'ont posées sont des questions somme toute classiques. Ils m'ont un peu poussé dans mes retranchements sur certaines questions, mais voilà, j'ai tenu bon et globalement l'oral s'est bien passé et j'ai senti aucune agressivité ou volonté de déstabiliser de la part du jury. Le jury, ils étaient 2, ils étaient 3, Ils étaient 2, c'était un homme et une femme pour chaque oral. Voilà, et les 4 personnes que j'ai eues ont été sympathiques et bienveillantes. Au moment de sortir de cet oral, combien de temps est-ce qu'on attend avant d'avoir le mail qui notifie le résultat des placements? Il me semble que c'est 1 mois et demi, 2 mois. Ce qui est long, c'est qu'une fois qu'on sait qu'on est admis, entre le moment où on a la décision de notre admission et le moment où on rentre vraiment à l'école des finances publiques, il se passe plusieurs mois, 5 mois. Donc c'est plutôt cette attente-là qui m'a perturbé plus que l'attente après les oraux. Et pendant ces 5 mois, forcément, on ne reste pas inactif. Il y a des trucs à préparer pour pouvoir rentrer à l'École nationale des finances publiques. Qu'est-ce qui, toi, t'a pris le plus de temps lors de cette préparation? Alors moi, j'ai été affecté donc à l'école des finances publiques de Noisiel, donc dans la région Île-de-France. J'habite en Île-de-France, donc ça n'a pas posé tant de difficultés, en tout cas purement pratico-pratique. Après, sur le fond technique, j'avais essayé de me préparer un peu à la comptabilité, parce que je savais que c'était une des matières qui était enseignée à l'école des finances publiques et qui posait parfois de la difficulté aux stagiaires, donc je me suis dit que j'allais essayer de me préparer en amont. Il me semble qu'on nous demande pas forcément de réviser beaucoup en amont. Voilà, on part du principe que si on a eu le concours, c'est qu'a priori on a les qualités requises pour suivre la formation. Et que donc, si on est assidu pendant la formation, tout devrait bien se passer et on devrait être titularisé à l'issue de notre formation. Qu'est-ce qui t'a poussé à privilégier les révisions de la comptabilité? J'avais regardé un peu toutes les matières qui étaient enseignées pendant la formation et c'était des matières que je connaissais de près ou de loin. On avait droit des affaires, droit public, droit fiscal, je connaissais un petit peu, management, etc. C'est peut-être des matières qui sont moins techniques pour le coup. Par contre, la comptabilité, c'est quand même une matière très technique que je ne connaissais absolument pas. Et j'avais entendu des on-dit qui disaient que, effectivement, l'épreuve de comptabilité qu'on subissait pendant la formation était assez
compliquée et qu'il fallait vraiment être prêt et bien la préparer. Est-ce que c'est essentiel de la préparer avant l'entrée à l'école des finances publiques? Honnêtement, je pense pas. Par contre, oui, c'est sûr que pendant la formation, il faut être extrêmement assidu et bien suivre les cours de comptabilité, ça c'est sûr. Tu dirais au final que c'est quoi la matière qui t'a le plus posé de problème pendant ton apprentissage? La comptabilité, clairement, parce que c'était vraiment tout nouveau et c'est une logique qui est quand même très particulière. Après, on avait vraiment d'excellents professeurs de comptabilité. On avait des très bons supports, des fascicules, on était très suivis, on avait beaucoup d'exercices à faire chez nous, dont on faisait les corrections ensuite pendant les séances. Donc honnêtement, ça s'est bien passé, mais c'est vrai que ça a demandé beaucoup, beaucoup d'investissement, la comptabilité particulièrement. Et est-ce que justement, tu peux me raconter, me dire comment se passait une semaine type à l'École nationale des finances publiques, que ce soit en termes d'horaire, de charge de travail et d'organisation des cours? On nous avait proposé plusieurs créneaux pour commencer la journée. Donc il y avait le groupe de 8h30, le groupe de 9h, le groupe de 9h30, le groupe de 10h. Moi j'avais pris le groupe de 10h et donc je commençais ma journée à 10h. On avait 2 cours dans la journée, des cours de 3h, 3h, 3h15. Donc on avait le cours de la matinée, le cours de l'après-midi. Tous les jours, sauf le vendredi après-midi de mémoire, sauf certains vendredis après-midi. Mais globalement, on a 2 cours de 3 heures par jour. En général, ils essayent d'alterner une matière technique style compta, droit fiscal, etc., avec une matière moins technique du style management, etc. Comme ça, on n'a pas 2 gros blocs de technicité dans la même journée. Voilà, le rythme est assez dense. Après, moi qui sortais de la faculté, j'étais peut-être plus habitué à avoir beaucoup de cours dans la semaine que peut-être des collègues qui avaient travaillé avant d'intégrer l'école des finances publiques. Et dans cette configuration, comment est-ce que tu t'es spécialisé? Est-ce qu'il y a un moment dans la formation où ils vous font prendre un chemin plutôt qu'un autre, ou alors tout le monde suit un tronc commun jusqu'à la fin et ensuite vient, lors de la répartition professionnelle, la spécialisation? Alors, on est spécialisé au fur et à mesure. On commence la formation le 1er septembre. Il me semble qu'on a un bloc commun jusqu'à fin décembre, où vraiment tous les inspecteurs stagiaires suivent exactement le même cursus. À partir de, il me semble, janvier, on est déjà spécialisé dans l'un des 4 blocs des métiers qui sont proposés par la Direction générale des finances publiques, donc contrôle fiscal, gestion fiscale, gestion publique et secteur public local. Et ensuite, quand on a notre poste d'affectation, on a une surspécialisation. Donc c'est sur les 3 ou 4 derniers mois de notre formation, on a vraiment une formation spécifique sur le poste qu'on va occuper. Et par exemple, dans la sphère du contrôle fiscal, donc qui est l'une des 4 sphères possibles, on avait plusieurs surspécialisations selon qu'on soit futur vérificateur, futur inspecteur dans une des structures pôle de contrôle expertise, etc. Donc en fonction du poste qu'on va occuper, on a une spécialisation sur les derniers mois de la formation. Et toi, dans ces blocs de spécialisation, t'as pris lequel? Vérificateur. Du coup, j'ai d'abord contrôle fiscal, puis vérificateur. T'as vraiment eu des matières et des apprentissages liés à ce futur métier? Tout à fait. Par exemple, moi, c'était beaucoup axé sur la procédure du contrôle fiscal, voilà, sur la relation avec le contribuable et sur certains grands incontournables du contrôle fiscal comme le cadrage TVA, etc., sans rentrer dans la technique. Est-ce que tu peux me dire comment se passe la transition entre les cours que tu as à l'ENFIP et la rentrée un petit peu dans le service d'affectation? Est-ce qu'il y a une coupure nette ou alors c'est plus un glissement? Donc on a déjà cette spécialisation sur les derniers mois sur le poste qu'on va occuper. Donc quand on quitte l'école des finances publiques et qu'on intègre donc notre direction d'affectation, a priori on a une formation qui a été calibrée spécifiquement sur le poste qu'on va occuper. Donc la transition, elle se fait plutôt de manière sereine pour être totalement opérationnel sur le poste qu'on va occuper. Comment est-ce que tu continues d'apprendre au quotidien? Ce qui a été mis en place par ma direction, donc la direction du contrôle fiscal d'Île-de-France, c'est ce qu'on appelle les brigades d'intégration, où toutes les personnes qui sortent d'école et qui étaient affectées sur un poste de vérificateur fiscal ont intégré une brigade. On intègre une brigade d'intégration, donc on était tous les jeunes affectés, et on apprend progressivement le métier de vérificateur fiscal pendant la durée d'1 an. Du coup, ça permet un peu de lisser le passage de l'école au métier de vérificateur, où on va apprendre progressivement les réflexes et les outils du vérificateur pour mener à bien sa mission. Et est-ce que tu te souviens de la première mission qu'on t'a confiée? Tout à fait. Mon premier dossier de contrôle fiscal, ça a été un dossier que j'ai effectué du bureau, ce qu'on appelle un examen de comptabilité, qui est une procédure un peu particulière où l'administration ne va pas sur place. Donc c'était un contrôle que j'ai effectué du bureau. C'était une société d'assurance qui avait passé une provision d'un montant très important et on me demandait de contrôler la régularité de cette provision. Pendant le contrôle, je me suis aperçu que cette provision n'était pas régulière et donc du coup qu'il allait forcément avoir un rehaussement qui allait découler du fait que j'allais rejeter cette provision. Et c'était des montants qui étaient assez importants.
Heureusement, le sujet était relativement simple, donc j'ai réussi à me dépatouiller plutôt convenablement. Après, c'était un dossier assez marquant, déjà parce que c'était mon premier, et aussi parce que j'avais le dirigeant qui participait aux visioconférences que j'organisais, voilà, qui était pas forcément très content du fait que je remette en cause sa provision, mais qui finalement a accepté le redressement, et le contrôle s'est conclu sur un accord du contribuable. Donc, Vous étiez combien environ sur ce dossier? le métier de vérificateur est un métier relativement solitaire, donc j'étais tout seul sur ce dossier. Après, j'étais en lien avec ma chef de brigade de l'époque qui m'assistait techniquement sur le dossier, et on avait la chance d'avoir un adjoint. Donc dans ma brigade d'intégration, il y avait une chef de brigade et un adjoint au chef de brigade qui m'a aussi aidé sur le dossier. Mais on va dire d'un point de vue purement réglementaire, je suis seul affecté sur ce dossier. Et dans ces brigades d'intégration, justement, vous êtes environ combien par groupe? Alors, on est une vingtaine par brigade d'intégration, alors qu'une brigade, on va dire classique, on est plutôt 7 ou 8. Dans ma direction, il y a 2 brigades d'intégration, avec chacun son chef de brigade et un adjoint qui assiste les 2 chefs de brigade. Donc ça fait 40 vérificateurs en tout, 40 jeunes vérificateurs. vérificateurs. Sachant que tous les vérificateurs ne passent pas forcément par la brigade d'intégration. Oui. C'est vraiment pour des gens en général qui n'ont pas d'expérience préalable en fiscalité ou qui n'ont pas fait d'études, on va dire, comptables qui permettent une transition vraiment sereine. Voilà. Et aujourd'hui, si tu devais donner une qualité primordiale pour faire ton métier, qu'est-ce que ce serait? Alors moi j'en ai 2. Donc la première qualité pour moi c'est la curiosité. Vraiment, je pense que c'est ce qu'on dit souvent, mais je pense que c'est vraiment très très vrai. Et je pense qu'on peut pas être un bon vérificateur si on n'est pas curieux. Curieux déjà des entreprises qu'on vérifie parce que c'est des secteurs qui peuvent être extrêmement variés et différents et chaque société a ses spécificités, donc il faut vraiment une curiosité et vraiment faire l'effort à chaque fois de vouloir comprendre l'environnement d'une société pour mener à bien son contrôle. Et la deuxième qualité que je ne peux pas ne pas dire, c'est vraiment la rigueur, parce que pour 2 raisons. D'abord parce que le droit fiscal est une matière, je pense que je ne choquerai personne en disant ça, extrêmement dense, extrêmement technique, et honnêtement, il faut vraiment pas sous-estimer cette composante. C'est une matière extrêmement technique qui évolue beaucoup. Donc déjà, il faut être extrêmement rigoureux par rapport aux règles qu'on nous demande d'appliquer, et dans un deuxième temps, par rapport à la mission qu'on a, on nous demande d'aller quand même contrôler la régularité des opérations qui ont été faites par des particuliers ou par des sociétés, et forcément, pour indiquer à une société qu'elle a mal fait, le corollaire, c'est que nous, on doit être irréprochable et extrêmement rigoureux dans nos procédures et dans nos qualifications qu'on retient. Donc, curiosité et rigueur. Comment est-ce que se passe ton quotidien aujourd'hui en tant que vérificateur fiscal? Alors, en général, on a 3 ou 4 dossiers en cours sur place, c'est-à-dire 3 ou 4 dossiers en même temps. On nous demande d'aller régulièrement sur place. Pourquoi il faut aller sur place? C'est pour avoir ce qu'on appelle un débat oral et contradictoire avec le contribuable, c'est-à-dire que c'est une des garanties du contrôle fiscal, c'est que le contribuable dont la société est en train d'être vérifiée a le droit d'avoir un débat avec le vérificateur. Donc on nous demande d'aller sur place. En général, on a 2 ou 3 interventions par semaine. Donc, intervention, c'est le fait d'aller sur place dans les sociétés. Donc, 2 ou 3 par semaine, de durée variable. Parfois, on reste toute la journée. Parfois, on peut rester 2 heures dans les sociétés. Ça dépend des sujets, ça dépend des questions qu'on a. Et le reste du temps, on a la possibilité soit de travailler au bureau, donc au sein de notre brigade, soit travailler chez nous. Et justement, quand tu arrives dans une entreprise, comment est-ce que se passe la communication avec l'entreprise? Je pense que c'est l'un des points les plus difficiles dans le métier de vérificateur fiscal. Je pense pas qu'il y ait de recette magique. Globalement, c'est de l'humain, donc ça dépend vraiment de chaque situation. En général, il faut toujours garder en tête, c'est ce que j'essaye de faire, qui sont plus stressés que nous, ça c'est sûr. Le contrôle fiscal externe, c'est une procédure qui est assez intrusive. On rentre dans la vie d'une société, parfois d'une personne physique, quand on contrôle les déclarations des personnes physiques. Donc il faut toujours garder en tête que voilà, c'est des procédures assez intrusives. Globalement, il faut essayer dans la mesure du possible que lors de la première intervention, donc il faut faire en sorte de dédramatiser au maximum la situation pour le contribuable et pour nous, pour vraiment pouvoir avoir un débat serein, expliquer que le contrôle fiscal, c'est entre guillemets normal dans un système déclaratif. On dépose des déclarations, c'est normal que l'administration vienne s'assurer de la régularité des déclarations qui ont été déposées. C'est une garantie de la procédure du fait d'avoir l'administration qui vient sur place. Même si c'est intimidant, il faut expliquer au contribuable que c'est une garantie pour lui. Voilà, donc dédramatiser au maximum. Après, oui, il faut avoir aussi en conscience qu'on nous demande, qu'on représente l'administration fiscale, ce qui nécessairement indique qu'il faut parfois faire preuve d'autorité, c'est-à-dire de pouvoir assumer et de défendre une position devant le contribuable quand bien même il ne serait pas d'accord, parce qu'effectivement, on essaye d'avoir à l'issue du débat oral et contradictoire, l'accord du contribuable. Il y a des moments où ce n'est pas possible. Le contribuable n'acceptera pas la position de l'administration et il faut être en mesure de pouvoir maintenir quand même et défendre sa position. Donc ça dépend des dossiers. Donc en fait, tu essayes de jongler entre le côté stoïque de la finance, c'est comme ça et c'est tout, et le côté humain de prendre en compte chaque situation, encore plus quand il y a des personnes physiques en face de toi.
C'est ça. On a eu deux lois qui caractérisent un peu le comportement qu'on attend de l'administration vis-à-vis des contribuables. On a d'une part une loi qui dit pour les contribuables de bonne foi, on essaye au maximum d'aboutir à un accord, de ne pas appliquer de pénalités, etc. Et à l'inverse, pour les contribuables de mauvaise foi, là on a tout un arsenal pour appliquer des majorations, des manquements, etc. Et on nous demande sur place d'arriver à faire la distinction entre d'un côté le contribuable de bonne foi qui a commis des erreurs et de l'autre côté le contribuable qui a commis des manquements délibérés à ses déclarations et que lui il faut sanctionner. Et comment est-ce que ça se passe quand un contrôle fiscal se passe bien et que tout a été bien fait ou que c'était justement juste une maladresse? L'administration, à l'issue de ces constatations, envoie un avis d'absence de rectification. Donc c'est un document qui dit suite au contrôle de votre société, aucun redressement ne vous sera notifié. Et en plus, on applique ce qu'on appelle la garantie fiscale, où en fait l'administration va dire les points que j'ai vérifiés, à l'avenir, l'administration ne pourra pas les rehausser, puisque c'est des points que j'ai examinés, je n'ai pas fait de redressement, donc à l'avenir, s'il y a un autre contrôle sur ces mêmes points, à fait et droit constant, il ne pourra pas y avoir de redressement sur ces points-là. Et ça se passe bien dans combien de pourcents des cas? Dans 95% des cas, les contrôles se passent très très bien. Est-ce qu'il y a un conseil peut-être que tu as entendu de quelqu'un d'autre que tu aimerais transmettre, qui serait susceptible d'aider les personnes qui veulent faire ton métier? Je pense la meilleure façon de bien faire son métier de vérificateur, je pense, c'est vraiment d'être solide techniquement. Et donc, je pense qu'il faut au maximum avoir conscience, en tout cas, de la complexité des normes qu'on nous demande d'appliquer. Et donc, de se préparer au maximum, et une fois qu'on est vérificateur, de continuer d'apprendre au maximum le fonctionnement des règles, leur existence, leur articulation entre elles, etc. Je pense que c'est le moyen le plus simple de faire bien son travail de manière sereine. Ça fait combien de temps que tu fais ce métier de vérificateur fiscal? Alors moi, je suis dans ma 3e année. Et effectivement, on apprend vraiment tous les jours. Il faut continuer à se former. On a des formations qui sont très régulièrement proposées par notre direction. Et effectivement, ça évolue tous les jours. Donc il faut vraiment se tenir informé. Et on apprend tous les jours, que ce soit au contact des contribuables, que ce soit avec les collègues, etc. Il faut vraiment rester humble de ce point de vue-là. Et aujourd'hui, tu dirais que tu pourrais faire ce métier pendant encore combien de temps? Alors moi, j'ai adoré faire ce métier. Honnêtement, j'ai appris énormément de choses. Je trouve que c'est un excellent métier pour démarrer dans la fiscalité. Après, je trouve que c'est vrai que c'est un métier qui est assez éreintant, parce qu'on se rend pas compte, mais c'est énormément de travail, de préparer les interventions, de rédiger les propositions de rectification, etc., de faire les suivis, parce qu'évidemment, les contribuables vont contester potentiellement les rectifications qu'on leur a notifiées, donc il y a toute une procédure de réponse à l'écrit qui doit être tenue. Tous ces éléments-là et la complexité des schémas de fraude qui parfois sont mis en place par les contribuables font qu'il y a énormément de travail qui est assez éreintant. Donc moi, personnellement, j'ai fait 3 ans. Je considère que c'est une durée assez longue où j'ai eu l'impression en tout cas de m'être approprié les outils, etc. Et là, j'ai décidé donc de partir faire autre chose, rédacteur en administration centrale. Comment est-ce que s'est passée justement cette réorientation? Est-ce que tu avais des possibilités d'évolution qui t'ont été présentées et est-ce que c'était assez clair la manière dont on peut évoluer justement dans les finances publiques? On a plusieurs possibilités d'évolution. Donc d'abord, on peut changer de métier, mais rester au même grade, c'est-à-dire rester inspecteur des finances publiques, mais aller faire autre chose. Voilà. Donc moi, je vais aller faire complètement autre chose. Je vais aller faire de la rédaction en administration centrale sur des notes, etc. Donc complètement un autre métier. On peut aussi gagner en échelon et donc passer des concours professionnels internes et notamment le concours d'inspecteur principal qui permet ensuite d'encadrer des équipes pour être par exemple chef de brigade d'une équipe de vérificateurs. Est-ce que tu as un dernier message à faire passer, quelque chose que tu aurais envie de dire et de faire passer aux éditeurs? Passer les concours des finances publiques, l'administration n'a pas du tout l'image qu'elle peut en avoir de l'extérieur. Moi, j'ai personne dans ma famille qui était fonctionnaire et j'ai découvert un milieu professionnel très bienveillant, très exigeant, mais c'est normal, beaucoup de qualité et des métiers honnêtement passionnants. Donc n'hésitez pas. Pour cette fin d'interview, j'aimerais bien rebattre un peu les cartes et changer un petit peu le format. Je vais te dire des débuts de phrases et tu devras les compléter avec ton expérience personnelle, ton expérience professionnelle, vraiment le premier truc qui te vient à l'esprit. D'accord? Je n'aurais jamais pu m'en sortir sans... Sans mes collègues, honnêtement. J'adorerais être formé sur... L'intégration fiscale. En commençant ce métier, je ne m'imaginais pas que Le droit fiscal était aussi complexe. mon objectif ultime, c'est... Bien faire mon métier. Aujourd'hui, je ne pourrais plus me passer de... Je ne pourrais plus me passer de... Aujourd'hui, je ne pourrais plus me passer du Code général des impôts. Mon métier, il est... Et passionnant. Dans 6 mois, je serai... Je serai rédacteur dans un bureau à Bercy. Il y a 6 mois, j'étais... Il y a 6 mois, j'étais en
opération de contrôle fiscal sur le terrain. Aujourd'hui, je suis... Aujourd'hui, je suis avec vous pour faire ce podcast. Ce podcast, il est... Ce podcast, il est très bien. Merci beaucoup, Cassandre. Merci à toi. Et puis, mesdames et messieurs, merci à vous pour votre écoute.